Cette semaine, il s'est passé la même chose que depuis 2021, la même chose qui s'est répétée des soixantaines de fois, mais qui cette fois-ci va être un peu plus spéciale parce que je vais absolument tout te montrer dans cette vidéo. C'est tout simplement le projet Notion que j'ai livré à une entreprise. Ce projet, je l'ai facturé 3500 € et je vais absolument tout te montrer de manière transparente. Donc même si c'est pas un Notion dont tu aurais besoin parce que tu n'es pas du même métier, ça reste ultra intéressant pour toi parce que tu vas voir les logiques par lesquelles je suis passé pour créer cet espace Notion. Tu vas également voir comment est-ce que je l'ai designé, comment sont les interfaces pour justement que tu puisses utiliser les mêmes dans ton espace Notion, mais que surtout tu puisses voir comment est-ce que j'implémente les dernières fonctionnalités de Notion. Parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est un sujet qui t'intéresse de voir comment est-ce que tu peux mieux utiliser Notion, et ça va être tout l'objectif de cette vidéo à travers cet exemple-là. Mais avant de rentrer dans le détail et te montrer précisément ce à quoi ressemble cet espace Notion, il est ultra important de te détailler ce que fait cette entreprise, parce qu'on ne fait jamais un Notion pour faire un Notion, on fait des Notion pour répondre à des enjeux business et stratégiques. Et là, en l'occurrence, l'entreprise que j'accompagnais est un cabinet de recouvrement de dettes, c'est-à-dire que toi, par exemple, imaginons tu es producteur de tomates, tu en vends 100 kilos à un restaurateur qui ne te paye pas, tu vas faire appel à ce cabinet pour qu'il aille recouvrir la dette en allant les appeler, en envoyant des procédures avec des huissiers, etc., etc., dans l'objectif de recouvrir la dette et de prendre des honoraires pour récompenser leur travail. Donc il y a un gros enjeu d'organisation sur la partie CRM avec les prospects et les clients, sur la partie gestion des dossiers, de savoir justement quelles sont les tâches qui sont à faire, là où on en est concrètement sur la partie opérationnelle et ce qui est lié à la partie financière, parce que c'est le gros de l'activité, c'est-à-dire que si toi on te doit 100 000 € pour tes tomates, peut-être que le cabinet par exemple il aura récupéré 20 000 € et eux de leur côté ils doivent organiser la remise de ces fonds, c'est-à-dire qu'il y a un compte séquestre de 30 jours qui est mis en place, c'est-à-dire que le 1er janvier ils vont récupérer 20 000 € sur les 100 000 € qu'on te doit, ils vont pas te les rendre de suite les 20 000 €, ils vont attendre 30 jours sur un compte séquestre avant de te les remettre. Donc il y a toute une partie financière qui est ultra importante et qui était chaotique au départ. Parce qu'avant de passer sur cet espace Notion, ils étaient sur une organisation avec Trello et Excel et c'était l'enfer. C'est-à-dire que Trello servait sur la base des dossiers, sur la base des clients et d'avoir un suivi de tout ça, sauf que c'était complètement déstructuré. Et de l'autre côté, Excel était une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il y avait de la double saisie entre les deux outils, Trello et Excel, pour récupérer les informations financières liées à ces dossiers-là, et la visibilité était catastrophique. Il y avait des centaines et des centaines de lignes. Ce que je veux dire par là, c'est que tu devais te battre entre chacune des lignes pour regarder les dates, de regarder les montants, de voir si ça avait bien été payé ou non, et qu'il n'y avait aucune intelligence dans ce système pour justement te remonter les informations qui étaient vraiment pertinentes. Et donc c'est l'enjeu principal sur lequel on s'est attardé dans cet accompagnement. Pour te montrer, c'est donc un Notion qui ressemble à ça. Concrètement, tu as une page d'accueil. Pour moi, c'est quelque chose qui est obligatoire parce que ça va être le point de départ dans la navigation et dans la structuration de l'espace, dans le sens où si demain tu veux inviter un nouveau collaborateur, c'est simple. Tu lui invites sur la page accueil et tout simplement, il aura accès à toutes les pages. Parce que ce que je fais généralement, c'est que dans la page accueil où on invite les collaborateurs, tout simplement, je vais mettre toute la structure. Je la cache dans ce petit toggle parce que j'ai pas envie de faire, comme on peut souvent le voir, une sous-page qui va s'appeler base de données, back-end, ne pas toucher, et dans laquelle je vais mettre toutes mes bases de données parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est tout simplement ces pages qu'on peut voir juste ici et qui montrent là où est hébergée la page dans laquelle on parle. Donc là, en l'occurrence, par exemple, accueil, qui est la page que je suis en train de présenter, est dans le projet Notion Recovium, et qui est donc dans la base de données, page liée dans laquelle il y a plusieurs. Là en l'occurrence, si j'avais tout mis à l'intérieur, je vais te montrer concrètement comment ça aurait fait. Donc je vais rapidement déverrouiller, comme ça moi ce sera beaucoup plus parlant plutôt que donner des exemples oraux. Donc back-end, on va dire que par exemple toutes mes bases de données, notamment de cibles, on va les mettre dedans. Et je vais te montrer la différence entre les deux et pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée de mettre toutes ces bases de données dans une page back-end plutôt que de les mettre dans un toggle comme c'est ici le cas. Donc là, j'ai ma base de données de cible qui est à l'intérieur de mon back-end. Je vais ouvrir ma cible, donc je vais en prendre une au hasard, je vais mettre Hélène. Et l'utilisation courante d'un utilisateur Notion, qui est débutant en tout cas, ça va être d'utiliser son fil d'Ariane juste ici. Donc il va être sur la page Hélène, il va cliquer sur cible et après quand il va vouloir revenir à l'accueil, il va cliquer. Donc là, il est dans la base de données des cibles, il comprend pas forcément, il va recliquer et il sera dans la page du back-end avec toutes les autres bases de données. Sauf que le back-end, c'est quelque chose qu'il faut protéger. C'est pas quelque chose dans lequel les utilisateurs doivent naviguer, faire des modifications ou autre chose, parce que c'est là où tu vas avoir le plus gros risque d'erreur. Et donc la différence quand je reviens sur la page d'accueil avec une structure dans laquelle je mets mon back-end dans un toggle, c'est que par exemple ici, j'ai ma base de données de client, elle n'est pas dans la page de back-end, elle est juste dans mon toggle. La différence, c'est que quand je vais ouvrir une page d'un client, si je fais le même parcours, c'est je suis dans la page YouTube, j'ai mon client et après je retourne directement à accueil. Mais je ne passe pas dans une page qui s'appelle back-end dans laquelle on me montre toutes les bases de données, parce que ça c'est un risque. Le risque, c'est tout simplement que les personnes fassent une erreur de suppression. Dans le sens où si par exemple ici, je suis dans ma page client et prospect, si je supprime la vue au lieu de vouloir supprimer YouTube, parce que ça c'est une des réalités qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'interface. Moi je vais vouloir supprimer YouTube, là ok je l'ai supprimé de la bonne manière, j'ai cliqué sur la page YouTube et ça l'a bien supprimé. Si maintenant je cliquais ici et que je faisais supprimer, j'ai pas supprimé YouTube, là j'ai supprimé toute la vue. Quand c'est une vue, c'est pas très grave, c'est la projection de la base de données source. Donc c'est-à-dire que derrière, le fond de la donnée est toujours en sécurité. C'est juste pénible parce qu'il faut le recréer, mais c'est pas dramatique. Quand c'est une base de données source qui est supprimée, ça impacte que les automatisations sont cassées, que ça impacte les boutons sont cassés, que ça impacte les relations également. Bref, ça fout un peu le bazar de partout. Que quand c'est une vue, c'est juste
l'affichage qui est cassé. Donc c'est pas très grave. Donc moi l'intérêt c'est justement de faire en sorte que mon back-end soit le plus protégé possible et ça passe par ne pas le passer dans une page back-end tout simplement parce que si ils commencent à cliquer sur le fil d'Ariane, à un moment donné ils vont accéder à la page back-end et c'est là où ils vont commencer à se prendre pour des dieux de Notion, à vouloir faire des modifications de partout et ça croyez-moi quand vous êtes une entreprise avec 5-10 collaborateurs ou même plus, il y aura forcément des personnes qui vont bien aimer bidouiller dans ce genre d'outils et qui vont faire le bazar. Donc moi je préfère cacher mes bases de données dans un petit toggle juste ici, je fais triangle comme ça et après je cache toutes mes bases de données dedans. Donc au moins ça me permet de les stocker et de pouvoir administrer beaucoup plus facilement. Quand il y a un pépin à gérer, je sais que c'est tout dedans que ça se passe. Donc ça c'est la manière par laquelle j'ai structuré l'espace Notion. Donc pour revenir à mon interface, j'ai décidé de faire quelque chose de très minimaliste. Comme tu peux le voir en faisant un petit coup de doigt sur le trackpad, j'arrive déjà à la fin de la page. C'est pas un tableau de bord dans lequel tu as plusieurs vues, dans lequel tu as plein d'affichages ou quoi que ce soit. Personnellement je suis assez contre de ça parce que tout simplement dans un premier temps ça va réduire les temps de chargement de Notion parce que tout le monde se plaint que Notion ça peut être long à charger. Mais derrière quand on regarde les interfaces, ils te mettent 50 vues de bases de données différentes qui t'affichent 100 pages. Donc naturellement tu incites à un effort qui est énorme pour Notion de charger 50 vues avec 100 pages qui sont différentes au même moment sur la même page. Donc évidemment ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a plus de data à charger. Moi personnellement ici, ce qu'il y a à charger c'est tout simplement 3 boutons, ridicule, ça prend que dalle comme place, et une base de données de pages liées. Donc c'est beaucoup plus simple plutôt que si j'avais mis ma vue des clients et des prospects, ma vue des cibles, des dossiers, des factures, des paiements et ainsi de suite. Tout ça dans la même page. Là ça aurait été beaucoup plus long et surtout, et c'est quand même le plus important au-delà de la performance, c'est la praticité, c'est-à-dire que si l'interface est chargée ou quoi que ce soit, comme on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, les utilisateurs ne vont pas l'utiliser, tout simplement parce que c'est trop compliqué, c'est trop usine à gaz ou quoi que ce soit, donc il faut faire quelque chose qui soit simple. D'autant plus que là, le client que j'accompagne, c'est une boîte qui n'a jamais utilisé Notion, c'est la première fois qu'ils vont commencer à l'utiliser, donc il y a un effort qui est ultra important de faire justement en sorte que ce soit le plus simple possible pour eux. Et là, pour le coup, ça l'est, c'est-à-dire que action rapide, tu cliques dessus, ça te permet directement d'ajouter un client, une cible, un dossier, sans aller devoir te balader ou quoi que ce soit, donc tu réduis la friction. Ensuite, tu vas aller voir tes clients, tu vas aller voir tes dossiers ou quoi que ce soit, c'est très simple. Tu as des cartes ici dans laquelle on te redirige dedans. Donc là, tu vois tous les dossiers en l'occurrence. C'est très simple, c'est no-brainer, même une personne de 60 ans qui est secrétaire pourrait le faire. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet sur comment est-ce que ça fonctionne, tu sais, je t'en ai parlé il y a quelques instants, le fait qu'ils avaient tous les paiements à récolter, on te doit 100 000 euros pour tes fameuses tomates, on t'a rendu 20 000 euros, il faut gérer cet argent parce que c'est des flux financiers qui sont importants, c'est le cœur de l'activité, mais il faut aussi avoir de la visibilité sur tout le reste, dont les 80 000 euros restants. Donc comment est-ce que ça a été structuré? On va faire le parcours utilisateur de manière traditionnelle, donc par exemple du moment où tu rentres en tant qu'un projet avec toi. Donc là, on est dans la page client et prospect, j'ai tout mis sur la même base de données, la même page. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des bases de données pour les prospects, une base de données pour les clients, et c'est un enfer pour moi. Je l'ai eu sur un client que j'accompagnais il y a quelques mois, et au final, tu avais énormément de perdition d'informations, parce que c'était une période où il n'y avait même pas les automatisations encore en plus de ça, et donc tu devais faire de la double saisie entre la base de prospects, la base de clients, et ainsi recopier les informations. C'est chiant, il y a de la perdition, il y a des erreurs, et personne n'a envie de le faire. C'est des actions qui n'ont aucune valeur. Donc l'objectif, c'est juste de comprendre quelle est la source de cette information et comment elle est structurée. Typiquement, là, un prospect ou un client, la seule différence, c'est l'étape de maturation. Mais sinon, les informations sont les mêmes. Il y a un contact, il y a un numéro, il y a un mail, il y a les mêmes informations. C'est juste un stade de maturité qui est différente. Donc ça n'a aucun sens, selon moi, de faire des bases de données qui sont différentes pour une information qui est la même. Tu vas recopier les mêmes informations. Donc juste, à la limite, faire des vues différentes. Et là, c'était pas tant le besoin, donc ça n'a pas été autant accentué. Mais en tout cas, on a fait une vue dans laquelle tu as une colonne pour chacun des états. C'est-à-dire que tu as prospect froid, tiède, chaud, finalisation, enfin le deal en finalisation, client perdu ou abandonné. Mais tout ça, c'est la même base de données et ce qui permet de faire juste glisser les cartes d'une colonne à une autre. Donc là, on va créer le client Notion, par exemple. Notion, il doit récupérer de l'argent. Formation assez basique, tu mets le mail, tu mets le site internet, tu mets l'ID du client. Ça, on va pas s'attarder dessus, c'est pas des choses qui ont beaucoup de valeur ici dans cette vidéo. C'est juste de la saisie que tu fais, tout simplement. Portable, fixe, pareil, honoraire, on va le faire. C'est la sélection de l'honoraire. C'est quelque chose qui est décidé une fois à l'échelle du client. Et après, si par exemple, je te enregistre à 15%, sur tous tes dossiers, tu seras à 15%. Ici, je l'ai mis un select. Ça peut paraître étonnant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient dit bah attends, c'est un pourcentage, c'est un nombre, bah naturellement je vais le mettre tout simplement en propriété nombre. Je pense pas que ce soit pertinent dans le sens où c'est bien de mettre une propriété nombre évidemment quand c'est deux nombres qui sont variables, c'est jamais les mêmes. Là ici, le barème sera toujours le même. Il y aura jamais 10 barèmes de pourcentage. Et même s'il y en avait 10, c'était quand même une bonne chose. Dans le sens où là, au moins, ça va beaucoup plus vite de saisir l'information. C'est coloré, c'est clair, c'est beau et c'est beaucoup plus pratique à saisir. Et en plus de ça, ça réduit le nombre d'erreurs parce que si par exemple, je voulais saisir les 10% à la main à chaque fois, ça augmenterait le risque que je fasse le 1 et qu'au lieu de saisir le 0, je tape le 9 qui est sur
plus ou moins la même touche à côté. Donc ça réduit les erreurs, là les champs ils sont fixes, c'est des clics, et donc on ne peut pas faire d'erreur là-dessus. Donc c'est beaucoup plus propre, et pour cet avantage-là également. Donc après, c'est pas non plus un risque, ou en tout cas une problématique sur les calculs, parce que cette information, elle est structurée en forme de texte aujourd'hui, et derrière, avec les formules, je vais pouvoir l'utiliser sous forme de nombres pour faire mes calculs dont je vais te parler dans quelques instants. Donc là, on a le type, si c'est du retail ou autre, on va juste finir sur les honoraires. Et ici, on a les documents. Les documents, c'est quelque chose qui est très touchy à des moments, dans le sens où on a soit le dilemme de le mettre sur Google Drive, soit de le mettre dans le Notion. Moi, personnellement, je pense que ça peut être fait dans les deux, ça dépend de la situation. Parce que le point de vigilance qu'il faut avoir, c'est est-ce que demain, tu as le besoin de faire des extracts de tous tes fichiers qui sont dans un Notion. C'est-à-dire que tu as des PDF dans tes dossiers, dans tes projets, dans tes tâches. Est-ce que demain tu as le besoin d'extraire tous ces PDF ou ces images ou peu importe le type de fichier? Est-ce que c'est le besoin? Oui ou non? Si c'est le cas, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Parce que la réalité, c'est que même si Notion permet dans sa base de données de faire des exports, donc on peut faire des exports en CSV, très bien, mais la réalité, c'est que même si tu as une propriété fichier média, donc ce qui est ici le cas avec les documents, fichiers et médias, tu ne pourras pas extraire tous ces fichiers. C'est-à-dire que ça va juste te donner un URL de ce fichier qui est le lien d'hébergement dans les serveurs Amazon. Donc c'est complètement pourri parce que tout simplement, tu perds un peu ta data. Tu peux toujours la récupérer, mais ça te contraint de tout simplement la récupérer un à un, à faire téléchargement fichier 1, téléchargement fichier 2, et tu ne peux pas télécharger l'ensemble de ces fichiers en un seul clic. Donc c'est très problématique, surtout quand tu dois les remettre à des clients, que tu dois les remettre à des partenaires ou autres. Je privilégie plus, moi personnellement, de se dire, ok, tu as beaucoup de dossiers, tu as beaucoup de fichiers, tu as beaucoup de besoins assez important de justement les manier de manière simple, dans le sens où tu vas devoir les partager, tu vas devoir les télécharger en zip ou autre, mets-les dans un drive, on met le lien de ce drive dans la page Notion et ce sera beaucoup plus pratique et safe sur le long terme. Donc ici, c'était pas le cas, il y avait très peu de documents, c'était pas non plus des documents qui étaient nécessaires sur le long terme à devoir les retélécharger, donc on s'est dit, c'est beaucoup plus simple, plutôt que de doubler les outils, de les mettre directement dans Notion, donc c'est la décision qu'on a prise. Ensuite, de l'autre côté, on a la propriété information. Information, c'est quelque chose que tu reverras beaucoup dans mes espaces Notion. Ça part d'un postulat qui est très simple, c'est tout simplement le fait qu'il y a beaucoup d'informations qui sont présentes dans ton Notion, et c'est une bonne chose, tu commences à l'utiliser, tu commences à gagner du temps, mais derrière, tu prends moins de hauteur que ce que tu imagines avec la quantité d'informations. Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, j'ai accompagné un client qui avait 500 clients au cours de son existence. Il y en avait beaucoup qui étaient actifs en ce moment. Il y avait donc une grosse gestion. Mais quand tu as, même 200 clients à gérer, tu ne peux pas avoir une visibilité sur ce qui se passe sur l'ensemble. Parce qu'il y a tellement de data que tu ne vas pas comparer chacune de ces lignes. Et donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'avoir des formules qui prennent les informations, qui analysent ce qui se passe et qui recrachent les informations telles que tu en as besoin. Ici, le cas, ce sera un peu plus parlant, tu vas voir après par la suite, parce que là, je t'explique avec mes mots, mais le fait de te montrer, ce sera beaucoup plus parlant. L'objectif ici, dans ce dossier, c'est tout simplement de te dire quand est-ce que tu as ajouté un dossier, quel est le montant cible, combien tu as récupéré, combien il reste, quelles sont les prochaines échéances de paiement que tu dois rendre à ton client, parce qu'on a évoqué là, le truc de compte séquestre, etc. Et donc, ça t'évite d'aller dans ta base de données, de regarder quelle était la date de récolte de l'argent, de calculer que c'est bien à 30 jours ou pas, et donc combien tu dois rembourser ou pas. Là, tout est calculé de manière automatique. On va voir, ce sera beaucoup plus parlant. Pour terminer sur cette page de client, donc Notion HQ, on a les dossiers de Notion HQ, donc là où il doit récupérer de l'argent, pas là où il est mauvais payeur, parce que dans tous les cas, il serait dans une autre base de données. Et après, les factures pour justement ce client-là. Je tiens à avertir, évidemment, on n'est pas en train de faire les factures directement dans Notion. Ce que je veux dire par là, c'est que Notion n'est pas un outil qui est réglementaire pour les produire, c'est pas un outil qui va faire la signature électronique à partir de 2026, c'est pas fait pour. Et c'est pas non plus l'objectif de cette base de données. Ici, l'objectif, c'est tout simplement de faire en sorte d'avoir un suivi des factures. C'est-à-dire que, ok, on émet des factures, mais on a besoin d'avoir un outil dans lequel on a la visualisation de se dire, ok, cette facture a été payée, cette facture n'a pas été émise, et ainsi de suite. D'avoir un suivi du flux financier là-dessus. Donc, rentrons dans le vif du sujet en créant un nouveau dossier. Donc, je clique sur ce bouton, ça me permet d'avoir un accès qui est beaucoup plus rapide. Ce dossier, on va le mettre avec la cible, par exemple, Julie Bernard. Et là, on va voir qu'à partir du moment où j'ai sélectionné Julie Bernard en tant que cible, évidemment, tous ces noms sont fake. Pour la démo de mon client, j'ai tout simplement utilisé Notion AI pour générer des fausses pages. Comme ça, moi, ce sera beaucoup plus parlant comme exemple. Donc, je vous rassure, il n'y a aucune information qui est confidentielle. Mais en tout cas, là où j'attire ton attention, c'est sur la modification du titre de page. Des fois, c'est un peu chiant de le faire. C'est des actions faites qui servent à rien, qui n'ont aucune valeur. Et là, en l'occurrence, l'objectif, c'était tout simplement de l'automatiser. Ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, on a le client qui est mis. Donc, ça a mis dossier Notion HQ, et du moment où je vais sélectionner la cible, donc Julie juste ici, l'automatisation va repasser dessus pour faire un nom qui soit personnalisé, Julie X Notion. Comme ça, moi, ça permet d'avoir un nom où on sait quelles sont les parties prenantes de ce dossier. Donc là, on a les informations assez classiques. On va mettre que le montant cible, il est de 10 000 €, qu'on a tous ces états d'avancement qu'on va pouvoir retrouver
justement dans la page des dossiers, on va pouvoir voir justement tous les états d'avancement. Donc ça rejoint un peu leurs habitudes qu'ils avaient déjà sur Trello. Donc Julie Bernard juste ici, on reprend notre dossier, on a le responsable qu'on va pouvoir sélectionner, ça leur permettra d'avoir justement une page dans laquelle on aura les dossiers de David, les dossiers de Théo et ainsi de suite. La date d'ajout, c'est une information qui se met automatiquement dès lors que je crée la page et qui va permettre d'alimenter justement l'information. Ça complète le propos d'il y a quelques instants dans lequel je disais ok, quelles sont les informations qu'on peut récupérer pour donner une meilleure visibilité. Là c'est tout l'objectif. Par exemple quand tu vois affiché le 14 novembre 2025, ok, tu le lis mais c'est pas très parlant. Par contre, quand tu vas voir que ce dossier, ça fait 3 ans qu'il est ouvert et qu'il est toujours pas terminé, que tu n'as toujours pas récupéré de l'argent, le fait que la formule te le calcule et qu'il te le dise noir sur blanc permettra de prendre des meilleures décisions. Parce que tu vas voir justement que, ok, ce dossier, ça fait 3 ans qu'il est ouvert, il n'y a toujours rien qui se passe, c'est qu'il y a des choses à faire tout simplement. Que quand tu vois une date, ok, c'est parlant, mais jamais autant qu'une formule. Après, on a la date de clôture, c'est quelque chose qui se met automatiquement dès lors que je mets que le projet est soldé. L'huissier, c'est quelque chose qu'on va sélectionner dans la base de données avec une relation pour dire que c'est telle ou telle étude. Donc là, on va mettre par exemple celle-ci pour l'information. On retrouve les honoraires qu'on avait sélectionnés ici dans le client. Donc ils ont été répercutés. Exceptionnellement, là, c'est un nombre. Donc on peut le modifier, ce qui permettra de faire évoluer les choses parce que des fois, tu as des remises, des fois, tu as des augmentations. Donc l'idée, c'était pas de faire quelque chose qui soit fixe. C'était juste de récupérer une information qui était fixe dans le client, de l'ajouter de manière dynamique dans le dossier pour qu'il puisse le modifier s'il le souhaite. Ensuite, il nous reste donc 3 propriétés, comme on peut le voir, qui nous permettent d'avoir le montant restant, la barre de progression et le montant qui est reversé. On va voir si c'est une formule qui est évolutive, qui dès lors qu'il y a du contenu, va afficher beaucoup plus d'informations et qui sont cruciales pour les enjeux que je t'ai évoqués sur Excel. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Quand tu descends sur la page, tu as les échanges, les paiements et les factures sur Ecovium. Et c'est toutes les informations qui vont permettre d'alimenter le système. Les échanges, ma foi, c'est assez simple. C'est tout simplement de garder un historique de ce qui a été dit avec justement la cible. Donc en l'occurrence ici, Julie Bernard. Et donc de dire par exemple, elle ne peut pas payer jusqu'au mois prochain. De cette manière, après on va pouvoir définir un follow-up. Dans un premier temps, on va dire ok, c'était par SMS par exemple. Et s'il y a un follow-up qui est à faire, ici on a un select dans 7 jours, dans 15 jours, dans 30 jours, dans 60 jours. Ça rejoint la logique des honoraires de faire en sorte que ce soit pratique à utiliser. Tu as des choix, c'est beaucoup plus sympa visuellement avec les couleurs et l'interface qui te dit directement les résultats. Et derrière, quand tu vas sélectionner 30 jours, la propriété à relancer va inclure la date à J+30. Donc là, en l'occurrence, on est le 14 novembre et le 14 décembre, ça ajoute la date avec une notification par défaut. On peut la reconnaître vu qu'elle est de couleur bleue, qu'elle a un petit icône de réveil, entre guillemets. Et ça, c'est grâce à cette fonctionnalité de notification. Le jour de l'événement, tu peux faire en sorte que automatiquement, dès qu'il y a une date qui est ajoutée dans cette propriété, il y ait une notification qui soit envoyée dans Notion et par mail. De cette manière, au moins, ok, tu mets un rappel, enfin une relance, mais en tout cas, tu ne l'oublies pas parce que sinon, ça n'a pas de sens tout simplement. Donc de cette manière, tu peux garder tout l'historique des échanges et de cette manière, tu peux le voir que ça alimente la propriété information. Ça permet de dire, ok, il y a eu un échange aujourd'hui pour la dernière fois. Parce qu'après, ça te permet justement de prendre du recul, de dire, ok, j'ai une équipe, ils sont 5 dans l'équipe, ils se font des relances, ils suivent justement les dossiers. Mais derrière, si tu regardes cette information et que tu te rends compte que les dernières relances, elles sont toutes faites il y a plus de 20 jours, bon, tu dis, attends, mais je les paye pourquoi? Ils sont 5, je leur paye tous un salaire, un CDI, et après derrière, je vois qu'ils font même pas le nécessaire pour relancer tous les jours au quotidien les cibles. Donc là, de cette manière, tu peux prendre de meilleures décisions. Et après, de cette manière, la date se met à jour. Si par exemple, là, je mets pour le 1er novembre, donc il y a quelques jours, ça me met il y a 13 jours. Là, de cette manière, au moins, tu peux te rendre compte plus facilement compte des choses. Et si par exemple, tu as un call avec client Notion, eh bien, tout simplement, tu peux lui dire, concrètement et de manière très précise que tu as relancé la cible 20, 50, 200 fois et que la dernière fois, c'était il y a 13 jours. Au moins, tu sais concrètement comment a été fait le travail. Donc ça, c'était la partie sur les échanges. Ensuite, on a donc les paiements qui est la partie la plus importante pour eux, qui est donc de se dire, ok, le montant cible, c'est 10 000 euros. Maintenant, je vais ajouter dans les paiements la somme de 5 000 euros, par exemple, qui aura été payée. Donc là, le bénéficiaire, tout simplement, c'est soit au client directement, donc c'est-à-dire que Julie, elle a payé directement sur le compte de Notion, donc c'est-à-dire que Recovium ne reçoit pas d'argent, donc dans ce cas-là, il n'y a pas la logique de compte séquestre, mais par contre, si le bénéficiaire, c'est Recovium, dans ce cas-là, il y a une date de remboursement qui doit être faite pour le client. Donc c'est la date qui va être générée justement ici, 14 décembre, donc à J+30 automatiquement. Ça, c'est des automatisations de base de données qui calculent automatiquement. C'est des automatisations qu'on peut voir juste ici, où dès lors que c'est sélectionné sur payer à Recovium, c'est le déclencheur, eh bien on modifie la date de reversement prévue et on lui ajoute 30 jours. Donc de cette manière, ça calcule automatiquement. On a plein d'autres automatisations qui marchent. On va les détailler justement par la suite. On verra comment elles sont utilisées. Mais donc si on revient à ma page, on a le bénéficiaire qui a reçu l'argent, donc ici Recovium, le montant qui a été reçu, donc on va mettre 1000 euros juste ici, et on a le mode de reversement qui se met de cette manière.
Donc on va mettre lien de paiement et on peut voir, je ne sais pas si tu as remarqué en arrière-plan dans la vidéo, à partir du moment où j'ai sélectionné 1000 euros, ça a modifié le montant de la facture qui a été créée. Donc là, si je le remodifie, que je dis par exemple qu'on a touché 3000, la date, le montant TTC de la facture va être modifié automatiquement. Encore une fois, c'est pas pour faire des factures qui remplacent un logiciel de facturation, c'est juste pour avoir un suivi de combien tu dois facturer. Ça te le dit automatiquement, tu n'as pas besoin de faire tes calculs à la main. Et du moment où ta facture elle est envoyée au client, que tu saches si tu l'as payé, oui ou non, et d'avoir un suivi de tout ça. Donc de cette manière, ça nous permet d'avoir un suivi. Donc là, ça a été créé automatiquement. Si je recrée un nouveau paiement, par exemple de 5000 euros, que ça a été payé à Recovium, à partir de ce moment-là, une nouvelle facture va être créée juste en dessous. Donc là, comme tu peux le voir, qui est de 750 euros, donc avec la date du jour, etc. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir la propriété information qui te remonte l'information. L'information, en l'occurrence ici, c'est de se dire, ok, quand je vais aller dans ma page de facture, je vais avoir plusieurs factures qui concernent plusieurs clients, plusieurs dossiers, je ne saurais pas d'où ils viennent. Donc j'ai besoin d'avoir un système intelligent qui me dit ah oui, c'est vrai que tu avais cette facture à 750 euros, mais rappelle-toi, c'était pour ce paiement, donc la dette qui aura été recouverte, et également pour ce dossier. Et là, c'est l'information qui est remontée. Quand je vais dans la page juste ici, facture du 14 novembre, et bien tout simplement, je peux cliquer sur cette facture provient de ce paiement. Je clique sur ce paiement et comme on peut le voir, ça m'ouvre la page qui a déclenché justement quand j'ai récupéré de l'argent du mauvais payeur. Et après, il me dit d'un montant de 5000 euros pour le dossier Julie Bernard. Donc là, de cette manière, il m'ouvre également le dossier en question. Donc ça permet d'avoir vraiment une accessibilité fluide avec l'information et de tout simplement gérer ça facilement et d'avoir tout qui est automatisé. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est que tout simplement, le paiement a fait évoluer la formule dont je te parlais. Déjà, on peut voir que sur les 10 000 euros, il ne reste plus que 2 000 euros par rapport à ce qui a été récolté. Donc, on est à 80% de progression. Il y a 8 000 euros qui seront à reverser dans les prochains jours parce que la date de reversement prévue est au 14 décembre, de cette manière. Et on a le détail complet ici. Pareil, je peux cliquer sur OK, paiement numéro 2. Attends, mais je ne me rappelle pas qu'on avait encaissé 5 000 euros. Le 14 en plus, ça ne me dit rien. OK, je clique dessus. Et là, je sais tout. Je sais quel est le mode de reversement. Je vais voir que c'est le lien de paiement. Ok, je me connecte à mon Stripe et je vais pouvoir retrouver l'information directement. Je vais pouvoir retrouver les preuves, je vais pouvoir tout retrouver. Ça évite en fait d'être dans une position où tu as juste des informations random, où on te dit tu as touché 5000 euros et que tu ne saches pas où. Et que tu galères à retrouver l'information. Là au moins, on te dit 5000, ok, je clique et en un clic, en une seconde, tu as directement l'information qui est sous tes yeux. C'est l'outil qui vient te donner les informations plutôt que toi que tu ailles chercher les informations. Et ça, Dieu sait à quel point c'est ultra important quand tu es une entreprise, que tu as plusieurs collaborateurs, que tu as plusieurs clients, plusieurs informations. Tu n'as pas ton temps à perdre avec la recherche d'informations. L'information doit venir à toi et c'est tout l'objectif de ce genre de Notion. Et là, en l'occurrence, l'information qu'on vient te donner également, c'est quand est-ce que tu dois les reverser et si tu dois les reverser. Là, en l'occurrence, on voit que le système, il te dit qu'il y a 8 000 euros qui seront à reverser dans les prochains jours. Là, on voit que c'est à reverser le 14 décembre avec un petit icône de sablier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'était une date qui était passée, que c'était avant le 14 novembre, date à laquelle j'ai enregistré cette vidéo en l'occurrence. Donc on va un peu tricher. On va mettre que la date de réception de ce paiement, c'était par exemple le 8 septembre. Et donc machinalement, la date de remboursement est donc au 8 octobre, donc un mois plus tard. On peut voir que tout simplement, il y a 3 000 euros qui doivent être reversés au client, qu'il y a 5 000 euros qui seront à reverser dans les prochains jours. Donc il arrive à vraiment faire la différence par rapport à cette logique. Dans la formule, on a mis justement cette logique de 30 jours pour lui dire, ok, si c'est 30 jours, on peut rendre l'argent. Par contre, s'il ne s'est pas passé les 30 jours, on garde l'argent pour l'instant. Et ça, c'est ce qu'il arrive clairement à retranscrire et que moi, mon client, que j'ai accompagné sur Notion, peut retrouver comme information. Il n'a pas besoin de se casser la tête avec son Excel, avec des lignes et des lignes interminables. Là, le système, il est très clair. Il te dit les choses de manière synthétisée où tu sais combien tu dois rembourser et si tu dois rembourser et quand. Là, en l'occurrence, la formule, comme tu peux voir aussi, elle a changé. C'est maintenant marqué reçu le 8 septembre et que ça a reversé le 8 octobre. On a un petit check qui dit que maintenant c'est disponible, qu'on doit le rembourser. Et à partir du moment où je vais dire que ce paiement a été reversé, de cette manière, on peut voir que la première ligne a été supprimée, où on disait qu'il y a 3 000 euros qui doivent être remboursés. Là, c'est que les 5 000 qui sont comptés parce que c'est pour le 14 décembre, on est le 15 novembre, donc c'est pas encore passé. Et on n'a que le sablier. Maintenant, le petit check ici, il a évolué également. C'est un petit check normal, pas vert ni rien, et qui indique juste que ça a été payé. C'est ce qui change aussi dans la phrase, ça a été marqué, a été reversé le 8 octobre. Là, les verbes sont plus les mêmes, les temporalités, le temps n'est plus le même. On peut voir également que les informations, de manière générale sur l'état du dossier, là, c'était vraiment focus sur le suivi des paiements, les montants à reverser. Mais ici, on a les informations sur le dossier lui-même. On peut voir justement le dossier, quand est-ce qu'il a été ajouté. Donc, ça rejoignit un peu la logique que j'évoquais tout à l'heure de se dire, OK, ce dossier, il a 3 ans,
c'est pas normal, on ne devrait pas garder des projets pendant 3 ans, on le tel. On a des échanges, ok, c'est peu. Quand est-ce qu'il date le dernier? 13 jours, c'est très peu. Donc on doit relancer, et tu sais qu'est-ce que tu dois optimiser. Et là, concrètement, en une phrase, tu comprends là où tu en es financièrement. Tu sais que tu devais récupérer 10 000 euros, que tu as récupéré 8 000 euros et que tu dois 2 000 euros. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et en une phrase, tu as l'information. Tu n'as pas besoin de faire des soustractions, des calculs, d'ouvrir des pages, de lire ou quoi que ce soit. L'information vient à toi directement. Ensuite, dans un second temps, il y a le détail par rapport aux factures. Donc ça, c'est les factures que je disais qui se créent automatiquement. Là, en l'occurrence, ce qu'on pouvait voir, c'était que tout simplement, il y avait 2 factures qui étaient en attente de règlement et qu'à partir du moment où c'était payé, ici, eh bien, ça change tout simplement. Une facture en attente de règlement. Donc ça, c'est vraiment à l'intérieur de la page du dossier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est justement de prendre de la hauteur, parce que quand tu es dans une position de dirigeant, tu n'es pas toujours dans l'opérationnel, tu manages juste un peu ce qui se passe dans la boîte, et donc tu as besoin d'avoir un tableau de bord dans lequel tu peux justement apercevoir toutes ces informations. Donc comment ça marche? C'est très simple pour le coup. Quand on revient à la page d'accueil, on a sur la partie des paiements, c'est là où c'est le plus intéressant en réalité, parce que c'était le plus gros enjeu pour eux, ce système qui est un indicateur dans lequel on te dit concrètement, ok, il y a tel paiement, tel montant total qui doit être versé parce que ça a passé les 30 jours. Là, en l'occurrence, on peut voir que il y a 66 000 euros qui doit être versé et on a tout le détail. Chaque ligne ici, c'est un dossier qui est différent. Donc on a par exemple le dossier Gouman où il y a le paiement numéro 1. Quand je clique dessus directement, je retrouve la page de ce paiement en question. Et de cette manière, je peux savoir que depuis 31 jours, je dois reverser l'argent. Donc j'ai 30 jours de retard. Là, j'ai 22 jours de retard sur les 1220 euros que je dois reverser pour le dossier Gouman et ainsi de suite. On comprend un peu la logique, on retrouve nos projets qu'on avait créés également. Et là, de l'autre côté, inversement, on dit quand est-ce que tu dois reverser l'argent. Et on retrouve également le détail des paiements. C'est-à-dire qu'ici, on a la vue de tous les derniers paiements. Donc on retrouve ceux qu'on a créés un instant ensemble dans notre vidéo. Et ensuite, on retrouve tous ceux qui doivent être reversés, qui doivent être reversés, à bientôt reversés. Donc ça, c'est quand le délai est passé, que ça, ce sera bientôt reversé, mais les 30 jours ne sont pas encore passés. Et ça, ce sont ceux qui ont passé les délais et qui ont été payés. Donc de cette manière, tu as vraiment un tableau qui est simple, où tu as des vues, c'est ce qu'on appelle dans Notion, c'est des vues, c'est la même base de données, c'est la même information, c'est juste qu'on fait des filtres qui sont différents. Ça permet vraiment d'isoler l'information sur uniquement ce qui est important et de ne pas se perdre avec des lignes et des lignes sur Excel. Donc ça, c'est le truc qui a le plus apporté de la valeur à mon client, qui a vraiment divisé par 2 son temps, parce que l'information venait à lui directement. Ensuite, on a tout simplement la même chose sur les factures, donc un suivi de factures qui est assez basique, mais qui dans la manière dont ça a été créé te fluidifie énormément le trafic, entre guillemets, parce que tu n'as plus besoin de renseigner les informations, de dire attends, j'ai 10% d'honoraires, j'ai facturé autant, donc je rajoute la page de la facture et ça me coûte autant à facturer au client. Là, il y a tout qui se calcule automatiquement, tu n'as même pas besoin d'y penser, tu as juste besoin de venir à la fin du mois, à la limite, tu dis ok, ça c'est en attente de paiement, c'est pas encore payé, ça c'est payé, c'est ok, et d'avoir vraiment un suivi concret là-dessus et de pouvoir retrouver toutes les informations. Donc après, de manière générale, je pourrais te montrer des dizaines et des dizaines de choses, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui pour être sincère avec toi. Je préfère concentrer ton attention et ton temps que tu m'accordes pour te montrer des choses qui pourront vraiment t'inspirer, qui pourront vraiment te donner des idées, parce que je pourrais te montrer par exemple les statistiques. Sur le papier, c'est très intéressant. Tu te dis, oula, ça peut être cool de voir justement comment il a organisé ça. C'est basique, c'est juste des camemberts, c'est juste des graphiques en courbe ou autre, il n'y a rien de très intéressant là-dessus. C'est juste adapter les besoins de l'entreprise que j'accompagnais en l'occurrence pour voir justement le CA qui a été facturé par mois, l'avancement des dossiers, la répartition des honoraires, de savoir à quel point tu donnes du 5% à tel, du un tel 10% et ainsi de suite. C'est juste ça l'intérêt. Après, il y a d'autres informations mais qui sont vraiment basiques, elles sont juste structurées de manière propre, mais ce qui n'est pas un système qui est très intéressant. Si je te montre par exemple les huissiers basiques, pays dans lequel ils opèrent, l'email, le téléphone. Tu peux les voir par dossier, donc de voir que l'étude de Rousseau, elle a 2 dossiers, qu'elle est par tel pays et ainsi de suite. Là où c'est peut-être plus intéressant, c'est sur les clients d'avoir justement un résumé des informations. Si par exemple, je reprends Notion, on va le mettre d'ailleurs en client juste ici, eh bien, je peux voir justement tous les détails. C'est-à-dire que sur les montants de 10 000 euros, il y a 8 000 qui ont été récupérés et il y a 80% d'atteinte sur l'objectif global, on va dire. Mais par contre, il y a 3 000 euros qui doivent être reversés. Là, c'est un peu ce qui est écrit en gris et ça me permet de retrouver toutes les informations. Mais en tout cas, le cœur, le pilier, et c'est vraiment une logique qui s'imprègne dans la création d'un espace Notion, c'est ok, c'est ton business, tu fais du recouvrement de dettes, c'est quoi tes piliers? Les piliers, c'est les dossiers, c'est les paiements, c'est les factures, c'est les prospects, c'est les cibles, c'est tout ce qu'on peut voir justement sur cet écran d'accueil avec tous les piliers. Ça, c'est les piliers. Et quand tu veux créer un espace Notion, c'est la logique par laquelle tu dois passer. C'est vraiment, ok, je veux faire ça, je veux faire de la création de contenu, je veux organiser mon planning éditorial. C'est quoi mes piliers? Le planning, c'est un pilier, c'est donc d'avoir tes contenus. Après, tu vas faire une vue qui va être sous forme de calendrier. Tu vas avoir tes canaux, tu vas les lier pour faire des tableaux personnalisés, pour avoir un tableau sur LinkedIn, un tableau sur YouTube, un tableau sur Instagram, etc.
C'est vraiment la process, et là c'est ce que j'ai reproduit et que tu as pu voir dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que c'était intéressant pour toi, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et même à prendre le temps de me faire un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'écouter un peu ce que tu en as pensé, si tu as des remarques, si tu as des suggestions ou si tu aimerais voir d'autres choses sur ma chaîne YouTube. Et si de manière générale, tu es une entreprise qui souhaite structurer son activité sur Notion pour gagner en efficacité et en temps dans l'organisation, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour qu'on puisse faire un appel ensemble. L'objectif est très simple, c'est de voir ta situation, de voir si Notion est pertinent dans ta situation et de voir si potentiellement je peux t'accompagner ou pas. Par contre, si de manière générale, tu n'es pas forcément une entreprise et que tu n'as pas ces besoins et que tu aimerais vendre ce besoin à des entreprises et faire la même chose que ce projet à 3500 €, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour devenir consultant Notion. Je t'accompagne de A à Z entre le moment où je te forme sur la compétence technique et le moment où tu obtiens ton premier client. Donc je te laisse cliquer sur le deuxième lien et réserve un appel avec moi.